sais, quand je suis allé à Valence et que tu vois que ça se tire dessus à l'arme lourde. Moi, je le dis souvent, mais peut-être suis-je parfaitement positionné pour comprendre ce qui se passe, parce que j'ai vécu, je le dis souvent, mais une partie de mon enfance en Colombie dans les années 80-90, c'est-à-dire la grande époque des cartels, où tu pouvais pas sortir le soir dans la rue, que on me disait si tu ne vas surtout pas à Medellín parce que si tu vas là-bas, tu peux te faire mitrailler à tout moment, etc. Dans une rixe entre trafiquants ou entre la police et les trafiquants. Tout ça, je l'ai connu en fait. J'ai connu des quartiers tenus par la drogue. J'ai connu même des potes qui sont des amis d'enfance très chers, qui sont tombés dans la drogue très jeunes et qui s'en sont jamais sortis, qui ont fini mendiants, etc. Tout ça, j'ai connu. Mais c'était la Colombie des années 90. C'était le pays du narcotrafic. Donc que ça se fusille. Moi, j'ai moi-même vu une fusillade devant mes yeux, devant chez moi en fait, devant la maison qu'avait acheté mon père, qui était dans un quartier pauvre, puisque mes grands-parents vivaient dans un village où la maison risquait de s'effondrer. Et donc mon père, en se mariant à ma mère, a dit bah attends, je vais acheter une maison. Donc il a acheté une maison et j'ai cette chance qu'il ait acheté cette maison parce que mon père est une sorte d'aventurier, un peu poète, poète, à la fois les pieds sur terre. Et il a acheté une maison dans un quartier très populaire de la ville où est née ma mère. Et donc j'ai passé toutes mes vacances avec des enfants qui jouaient pieds nus dans la rue au foot. Et je jouais avec eux. Ce sont mes amis encore aujourd'hui. On s'envoie des messages tous les jours. Ils sont d'ailleurs migrants aux États-Unis, donc je connais ce parcours-là, je connais ces problématiques-là. Et, euh, et j'ai vu un jour devant cette maison des mecs qui sont sortis avec des armes lourdes et qui se sont mis à mitrailler, quoi. Et moi j'ai couru, j'avais, je sais pas, je devais avoir 10 ans. Et moi j'ai couru pour rentrer à la maison, pour me réfugier, et tu t'allonges par terre parce que en fait ces armes ça traverse les murs, quoi. Donc tu te prends une balle perdue même chez toi. Et moi maintenant, 39 ans, je fais des reportages et c'est cette réalité qu'on me décrit dans mes reportages. C'est cette réalité qu'on me décrit sur le terrain en France. En France, bah moi ça me parle. Et ça c'est le tiers-monde. Je l'ai vécu. J'en viens. Et malheureusement c'est là où on va. Donc voilà, tout ce que je peux dire c'est ça, c'est que j'ai le sentiment qu'en France l'État perd le contrôle. Il perd le contrôle dans tous les domaines. Il n'a pas le contrôle de l'immigration, c'est faux, puisque les OQTF ne sont pas appliqués. Ça veut donc dire on peut arriver sur le rivage de France avec sa barque. On arrive, on pose un pied en France. Alors ok, on peut t'arrêter, on te met une OQTF, mais elle sera jamais appliquée, donc tu restes dans le pays. Ça veut dire que concrètement, n'importe qui peut rentrer en France. On va me dire oui, non, regarde, Darmanin, il met 5 OQTF par jour sur Twitter. Il en faudrait 100 fois plus, voire j'ose pas dire 1000 fois plus, mais quasiment quoi. Là, là, il vit de l'océan avec une petite cuillère, quoi. C'est ridicule, c'est même contre-productif pour lui. Je sais même pas pourquoi il fait ça. C'est pire, ça nous indique qu'ils font rien en fait. Non, les OQTF sont pas appliqués, donc ça veut dire que n'importe qui rentre et reste sur le territoire, c'est tout. Il y a une immigration à contrôler en France, c'est clair, le constat est définitif. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du monde. Tu peux pas faire ça en Colombie, par exemple. Moi, je peux pas aller en Colombie, puis que mon visa de 2 mois de touriste arrive à échéance et que je reste dans le pays, c'est pas possible. T'as la police des frontières qui un jour va me choper et va me ramener manu militari par le col à l'aéroport, me foutre dans un avion et au revoir. Et c'est logique. Tu t'installes pas chez les gens sans permission. C'est tout. C'est cette réalité toute simple qui existe chez nous, dans notre maison. Elle existe à l'échelle d'une nation. C'est tout. C'est se faire respecter. Le problème, c'est que beaucoup de Français, et même moi je le ressens, figure-toi. C'est ce que je disais dans une interview que j'ai faite chez Georges, sur la chaîne de Georges, que je salue. Même moi, j'ai du mal à dire non. Dans ma vie personnelle, quand on me demande un service, quand on me dit un truc, j'ai du mal à dire non, en fait. J'ai un peu honte de dire non, j'ai un peu peur de dire non. Je manque de courage à ce niveau-là. Je me soigne, maintenant de plus en plus, je dis bah non, j'ai pas le temps, je peux pas t'aider. Mais si j'extrapole et que je place ça à une échelle supérieure, qui est celle de la nation, j'ai l'impression que les Français n'osent pas dire non. Ben non, en fait, tu rentres pas chez nous parce que, ok, t'es pauvre, c'est triste, mais nous ne sommes pas responsables. Et chez nous, c'est déjà la merde, donc on va déjà essayer de s'en sortir. Et le jour où on s'en sortira, peut-être qu'on pourra t'aider.
En vrai, c'est ça le vrai discours. C'est charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et si tu veux aider les autres, déjà, aie les moyens, tu vois, de toi-même, d'aider les autres. Si tu veux un jour pouvoir les aider, il faut que toi-même, tu sois bien. C'est une question de... C'est du bon sens, quoi. J'aimerais rebondir là-dessus. Ça me rappelle un peu une interaction que tu as eue pendant le France saccagé Villejuif. Et il y a des gens qui l'ont rapporté dans les commentaires aussi. Tu interrogeais une vieille dame, je crois, et tu lui demandais si tout allait bien à Villejuif. Elle a commencé par te dire oui, tout va bien. Et ensuite, elle t'a décrit, pardon, un peu son quotidien. Oh, je sors plus après 20 heures, je suis dans une résidence très surveillée. Et là, tu lui as dit, mais madame, vous vivez dans une bulle. Oui, c'est vrai, je vis dans une bulle. Ouais. Et j'ai remarqué un peu ça durant tes reportages, c'est que quand les gens te disent qu'ils vont bien, ils le font sur la première phrase, et ensuite ils décrivent un quotidien qui est... Dystopique. Oui, Ouais, ça c'est encore autre chose. oui, c'est vrai. Ça c'est encore autre chose. C'est pas la peur de dire non, c'est pas la peur... En fait, c'est la peur de passer pour un raciste, un méchant facho. Ce dont je parle là, c'est quelque chose d'assez précis, et d'ailleurs qui est très bien décrit dans un bouquin que je conseille de lire, qui est un roman de Stefan Zweig, qui est le, La pitié dangereuse. Alors vraiment, lisez ce bouquin, ça va vous ouvrir une fenêtre vers quelque chose que moi j'ignorais personnellement. C'est que la pitié, poussée à l'extrême, est un sentiment destructeur pour soi. Alors, le roman, en gros, c'est un soldat autrichien qui malencontreusement rencontre une jeune fille handicapée, l'invite à danser, elle peut pas danser, donc, mais elle tombe amoureuse de lui, et lui, donc, il va, pour s'excuser, lui offrir un bouquet de fleurs, et donc il rentre dans une relation amoureuse destructrice. Parce que ce soldat a pitié d'elle. Et donc se sent obligé de répondre à ses attentes amoureuses. C'est un détail. Le sentiment profond qu'on a, c'est qu'on a pitié. On a envie d'aider son prochain, il nous fait de la peine. D'accord ? Et donc tu as envie de lui tendre la main. C'est un beau sentiment. Et c'est le sentiment qui est au cœur de la gauche. Je dis c'est un beau sentiment. Mais c'est un sentiment dangereux. Et actuellement, ce beau sentiment que les gauchistes ressentent, et ils le ressentent sincèrement, je pense, met en danger la France. C'est qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Là, c'est une question pour moi de vie ou de mort, en fait. Parce que là, les tendances démographiques montrent que, par exemple, si on prend le compte de Mark Vanguard, qu'à horizon 2100, la France est à majorité musulmane. Alors on pourrait dire, oh, bah, c'est pas grave. Bah si, en fait, c'est juste que tu prends pas en compte un truc, c'est que ça crée une frustration de la part des gens qui accueillent. Ils n'ont pas envie que leur pays se transforme aussi rapidement. Donc si tu prends pas en compte cette frustration et que tu écartes le problème en disant c'est du racisme, bah forcément tu ne vois pas le problème. Mais si tu arrêtes avec ce mot valise qui ne veut rien dire et que tu cherches à regarder la réalité qu'il y a derrière, que les gens ressentent réellement une frustration de voir leur pays changer, et que cette frustration est intrinsèque à l'être humain et qu'elle existerait partout dans le monde dans n'importe quelle configuration. Que des Chinois aillent en Algérie par millions, bah, ça créerait le même sentiment. Et ben si tu comprends qu'en fait c'est humain, bah là tu peux commencer à réfléchir au problème et te dire ouais, peut-être qu'il ne faut pas qu'une nation change de manière aussi fulgurante. Et peut-être que donc l'immigration n'est pas une si bonne chose que ça. Parce que ça peut créer des tensions et à terme donc un éclatement, comme on a vu en ex-Yougoslavie. Le futur de la France, j'ai l'impression, c'est l'ex-Yougoslavie. C'est l'éclatement, la balkanisation de la France. C'est-à-dire que tu as des communautés qui vont se faire face, qui vont pas vraiment se mélanger, parce que chacune aura des convictions fortes. Et puis voilà, ça peut mal tourner, ça peut aller jusqu'à la guerre. Tout ça c'est connu en fait dans l'histoire. C'est arrivé des centaines, des milliers de fois. C'est pas du tout extraordinaire, c'est pas du tout alarmiste, c'est même plutôt, je dirais, classique comme schéma. Donc, est-ce qu'on peut regarder un peu l'histoire de l'humanité et essayer de trouver des solutions et se dire que ce qu'on croit être bon du fond de notre cœur, de tendre la main, d'aider l'autre, etc., ne peut pas se retourner contre nous? Trop bon, trop con? C'est un peu ça le sujet, en fait, j'ai l'impression. Je vois un peu la France comme ça, comme une vieille dame dont on abuse de sa gentillesse. Vraiment, moi je le ressens comme ça maintenant.